à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine, Waigolong Han Zhongguo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV Jean-Pierre Lorenati. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes président de l'association France-Chine Asie Éducation. C'est exact. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre parcours, s'il vous plaît? Oui, tout à fait madame. Eh bien voilà, au départ, je suis professeur d'histoire-géographie. J'ai donc enseigné l'histoire-géographie pendant 5-7 ans. D'abord 1 an en France, à Marseille, puis 2 ans dans des lycées marocains au Maroc, et puis ensuite 5 ans en France à Périgueux. Ensuite, j'ai candidaté pour être proviseur adjoint, donc j'ai été nommé au lycée hôtelier de Bordeaux, ce qui m'a fait connaître, ça m'intéressait beaucoup le monde chinois, le monde très important des appellations contrôlées de vin de Bordeaux. Oui. Et puis, j'ai été nommé proviseur à Paris, et ensuite à Grenoble, et un de mes anciens professeurs qui était à l'époque donc assistant culturel à l'ambassade de France à Pékin, m'a demandé si je connaissais un lycée dans lequel on enseigne le chinois, parce qu'il y avait un programme qui était prévu pour inviter des proviseurs français en Chine. Et c'était quand c'était à quel moment, quelle année? Ça, c'était donc en 1995. Donc, je lui ai dit, écoute, ne bouge pas, je prends la direction du grand lycée Ozen à Toulouse et on est dans l'enseignement du chinois. Donc, je suis allé sur l'invitation de l'ambassade de France à Pékin avec 3 collègues, un de Lyon, un de Bordeaux et un de Paris, en Chine, dans une première mission en 1996. Et ça, c'était donc votre premier voyage? C'était mon premier voyage en Chine. C'était dans le cadre professionnel. Tout à fait. Et quel souvenir vous gardez de ce premier voyage? Ben, la découverte d'un monde dont j'avais déjà entendu parler par mon père quand il était passé à Pékin en 1925. Vous voyez, c'est une histoire de famille, un petit peu, la Chine. Racontez-nous un petit peu le lien qu'avait votre père avec la Chine. Oui, c'était très simple. Il avait 20 ans, il était en service militaire. Il était maître d'hôtel du commandant d'un petit bateau de guerre qu'on utilisait à l'époque dans tous les pays du monde pour transporter les dépêches diplomatiques. C'était avant Internet, comme vous le savez. Oui. Et il a donc découvert la Chine et Pékin, et j'entendais parler, pas tous les jours, mais presque. Oui. Donc ça m'a donné l'envie aussi de m'intéresser plus près à la Chine, ce que je faisais déjà en tant que professeur d'histoire-géographie, aussi d'apprendre le chinois. Et quand j'ai eu cette extraordinaire opportunité d'aller sur place, j'ai dit oui en applaudissant des 2 mains, bien sûr. Et vous êtes resté combien de temps pour ce premier voyage en Chine? Ce premier voyage, c'était très court, c'était 1 semaine. 1 semaine, dans quelle ville? À Pékin. À Pékin. Mais dans la foulée, c'était prévu par le service éducation de l'ambassade de France à Pékin. J'ai pu nouer un échange avec le lycée des langues étrangères de Pékin. Très bien. Et à votre retour, ce que vous avez fait, vous avez commencé à développer, j'imagine, le chinois. Tout à fait. On a commencé à développer le chinois. Le chinois n'était que dans l'enseignement supérieur et je l'ai introduit en classe de seconde. J'ai dû refuser du monde parce qu'il y avait trop de candidats. C'était en 1996, malgré tout. À l'époque, en 1996, il y avait à peu près combien d'écoles ou combien de professeurs qui enseignaient le chinois? Écoutez, c'est pas compliqué. J'ai des chiffres très précis qu'avait diffusé l'inspection générale de chinois. Il y avait 2400 élèves qui apprenaient chinois en France en 1995. Contre maintenant, combien? Maintenant, on approche de 50 000. D'accord. Donc c'est particulièrement frappant, c'est très clair. Alors pourquoi? Eh bien, je crois qu'à peu près tout le monde a compris en France l'intérêt de l'introduction du monde chinois dans la vie économique, la vie culturelle française. Ouais. Et le dernier chiffre que je voyais, c'était en 2015 par exemple, au Louvre, au Grand Musée du Louvre à Paris, il y avait 474 000 visiteurs chinois. Et on a près de 2 millions de visiteurs chinois chaque année qui viennent en France, qui viennent à Paris, qui viennent au bord de la Loire. Bordeaux intéresse beaucoup aussi. Et à partir de là, eh bien, ils voient les pays environnants, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, ils se promènent et ils ont bien raison de le faire. Ces chiffres d'ailleurs augmentent toujours. Je pense qu'il y aura de plus en plus encore de personnes, d'élèves qui vont apprendre le chinois. Mais on constate aussi, hormis la langue, qu'il y a aussi un phénomène grandissant autour de la culture plus largement, c'est-à-dire la cuisine chinoise, beaucoup s'y mettent, la calligraphie, le kung-fu, hormis l'apprentissage de la langue. Oui, absolument, absolument. Les gens ont vraiment découvert le monde chinois qui jusque-là était assez, on va dire, confidentiel. Oui. Donc le monde chinois est rentré dans la sphère globale, dans le fameux village monde, pour jouer un rôle de premier plan, parce qu'avec 20% de la population mondiale, le moins qu'on puisse dire, c'est que son rôle est absolument essentiel. Oui. Donc, et ça apporte aussi autre chose, ça apporte, là je dirais, mon entraînement, si vous voulez, mon expérience d'un professeur d'histoire-géographie, un peu de politologue, c'est un équilibre au niveau de la planète,
après la disparition en 1989 de l'opposition URSS-USA, où le monde est devenu multipolaire. Oui. Et ça, c'est particulièrement important. Et il faut que le monde asiatique, avec la Chine qui joue un rôle moteur, évidemment, je dis cela sans faire de peine aux autres pays, bien entendu, puisse jouer son rôle et participer au développement dont nous avons tous besoin sur la planète, parce que nous vivons des moments qui ne sont pas faciles. Tout le monde le sait. Vous-même, vous avez été à de nombreuses reprises, une vingtaine de fois, hein, si je ne me trompe pas, en Chine. Oui, c'est ça. Depuis 1996, dans un premier temps, donc, ça c'était une invitation de l'ambassade de France. Ensuite, il y a l'inspecteur général de chinois, Joël Bélassène, qui m'a demandé d'emmener des proviseurs pour leur faire découvrir la Chine. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'en 1999 et 2002, les 2 voyages suivants que j'ai faits, les proviseurs étaient un petit peu réticents, ils ne voyaient pas trop bien pourquoi aller en Chine. Ouais. Et puis, en particulier après les années croisées linguistiques 2004, 2005, eh bien, on refusait du monde. Les proviseurs étaient donc particulièrement intéressés. Donc aujourd'hui, on a près de tout compris entre ce qui est officiel et ce qui est officieux, c'est-à-dire les établissements privés notamment, qui ouvrent le chinois sur fonds propres. Oui. On en est donc à près de 50 000 élèves dans le secondaire, on a quelques milliers dans le primaire. Et aujourd'hui, la grande révolution que l'on constate, c'est que dans l'enseignement supérieur, on ne fait plus seulement du chinois débutant, mais les établissements d'enseignement supérieur se sont adaptés et proposent du chinois continué, c'est-à-dire avec des élèves qui ont commencé le chinois dès la classe de 6e, oui, ou dès la classe de 4e, ou de la classe de 3e. Et donc c'est particulièrement vital. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont en Chine demandent à ce que les entreprises étrangères demandent à ce qu'il y ait non seulement une maîtrise de l'anglais, mais aussi une maîtrise du mandarin. Tout à fait. Aujourd'hui, connaître le chinois, ça paraît de plus en plus indispensable. Hein, c'est nécessaire. Et disons, les personnes qui connaissent le chinois, qui en ont un niveau suffisant, en France, trouvent un emploi sans problème. Oui. Hein, d'ailleurs, c'est une des grandes motivations, c'est pas la seule, hein, il y a aussi une motivation culturelle importante, mais c'est aussi la motivation économique première des familles qui pensent à l'avenir des enfants, pensent à l'avenir de leurs enfants. Au débouché, ouais. Alors, anglais-chinois, ça fait court au point de vue, parce qu'il faut aussi notre langue européenne. Donc, il y a l'espagnol ou l'allemand qui permet de compléter, ou le russe, qui arrive plus modestement. Mais disons, c'est un petit panel de langues. En Europe, pour se débrouiller, il faut avoir 3 à 4 langues d'origine différentes. Vous-même, vous parlez un petit peu chinois, mandarin, oui, vous avez appris, voilà, oui. J'ai fait aussi du russe, du tchèque, un peu d'allemand, d'italien, d'arabe. L'espagnol, néerlandais est intéressant. Ouais. Donc vous parlez quand même chinois durant vos voyages, hein, vous y allez, vous n'êtes pas tout le temps accompagné. Vous voyagez quand même en Chine, hors, pas dans le cadre professionnel aussi, j'imagine, parce que vous avez une femme chinoise qui vient de Pékin. Tout à fait. Et durant tous ces voyages, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ressenti, de votre expérience chinoise, des relations que vous avez pu nouer avec les Chinois sur place? Essentiellement, ce qu'il y a, c'est le respect mutuel et l'amitié. Et le respect entre peuples qui ont un niveau de culture élevé. Et ça, c'est très, très frappant. Je me souviens, je vous le disais en préparant l'émission, d'avoir rencontré pour une deuxième fois le doyen de l'Université normale de Shanghai, qui m'avait demandé, mais monsieur le proviseur, que pensez-vous de la culture chinoise? Alors j'ai fait une réponse extrêmement diplomatique. Oui. Je lui ai dit, oui, la culture chinoise, la cuisine chinoise est la première du monde. J'ai laissé passer un petit moment, et j'ai dit, et la cuisine française est première ex aequo. C'est très diplomate. Oui, tout à fait. Et c'est exact. Et c'est exact quand au raffinement, on dit en France, on est très méchant, quand on dit qu'à part les Français et les Chinois, les autres peuples se nourrissent, mais que les Français et les Chinois sont les seuls à savoir manger. C'est très méchant pour les autres peuples. On ne leur dira pas. J'ai constaté par exemple sur l'acupression que j'avais été procuré un petit ouvrage traduit en français du docteur Huang Guangmin, qui est médecin-chef de l'hôpital des sports de Shanghai. Et quand je suis allé voir mon beau-père, un chinois, qui est dans une maison de retraite à Pékin en février, il y a donc quelques mois, la directrice de la maison de retraite m'a dit, on a la même chose, elle m'a présenté le même volume. Oui. En chinois, bien sûr. Oui. Donc on avait les mêmes sources. Et là, c'est un bon exemple d'ailleurs, la médecine, entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, on a tout intérêt à se comprendre, à se compléter. Ce que les uns ont vu, les autres n'en ont pas l'expérience, n'ont pas encore compris. Donc un échange, c'est très profitable. Tout à fait. En parlant d'échanges et de tous vos voyages en Chine, puisque vous avez créé l'association, il y a l'association, voilà ce que j'allais dire, 10 ans, vous allez fêter les 10 ans en septembre. Oui. Quelle était la mission à l'origine de cette association, les missions peut-être?
Eh bien, écoutez, au départ, l'origine de la création, c'est en 2005 que j'étais sur le Bund, avec des collègues proviseurs que j'avais emmenés, et le proviseur du lycée technique de Strasbourg m'a dit « Est-ce que tu connais Alsace-Chine Éducation ?» J'ai dit « Non, je ne connais pas. » Alors, on m'a expliqué ce que l'on faisait en Alsace. En revenant à Paris, j'en ai parlé à l'inspecteur général qui m'a dit « Jean-Pierre, il faut que tu me crées ça au niveau national. » Je lui ai dit « Attends un petit peu, et je fais. » Donc en 2007, c'est ce que j'ai fait. Et on a eu 40 proviseurs à la première réunion de constitution, dont les 3/4 que j'avais déjà amenés en Chine dans l'émission précédente. Donc c'est une association qui regroupe des proviseurs, des professeurs, des professionnels de la langue chinoise? Non, pas forcément. Non, c'est destiné à aider les collègues chefs d'établissement, qu'ils soient proviseurs ou principal dans le public ou directeurs dans le privé, dans l'enseignement privé, à appréhender comment faire avec un enseignement de chinois. Parce que dans la plupart des cas, il n'y a qu'un seul professeur de chinois dans l'établissement. Oui. Hein. Dans 60% des cas, c'est un contractuel. Donc d'une année sur l'autre, on va changer de professeur très souvent. Oui. Et les collègues se disent, mais comment faire? Puis monter un échange avec la Chine, comment faire? Avec l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est facile, vu de Paris. Oui. Mais vers la Chine, c'est un petit peu plus compliqué. Donc notre but, c'est d'aider et d'appuyer une aide technique à nos collègues chefs d'établissement, et aussi, bien entendu, on s'ouvre vers toutes les personnes qui sont intéressées par cette affaire-là, qui désirent avoir des renseignements pratiques. Je vous donne un exemple très simple. Ce que je déconseille vivement à mes collègues directeurs, au moment de faire chercher des visas pour envoyer leurs élèves en Chine, je leur dis en aucun cas ne prenez un visa collectif, parce que ça signifie qu'il n'y a rien sur les passeports des personnes. Donc si un de vos élèves a un problème de santé en arrivant à Pékin, tout le groupe repart. Oui. Donc il vaut mieux mettre quelques euros de plus, et en plus, vous pourrez, excusez-moi, vendre les quelques euros de plus en disant que ça fait un beau souvenir pour les élèves qui, sur leur passeport, ont le visa chinois. Tout à fait. Eh bien, et actuellement, tout à l'heure, vous l'avez dit, mais vous comptez à peu près combien de personnes dans l'association? Non, nous, on ne compte pas en personnes, on compte en établissement. En établissement. C'est-à-dire, on a 150 collèges et lycées adhérents. 150. Et ça, dans toutes les académies. Oui. Avec un correspondant académique dans chaque académie. Notre association est pilotée par un bureau national qui se réunit demain, dans lequel il y a quelques collègues qui sont à la retraite parce qu'ils ont du temps pour travailler, parce que ça demande beaucoup de temps, et puis des collègues actifs qui représentent l'enseignement privé, qu'il soit laïque ou confessionnel, qui représentent aussi, par exemple, c'est notre dernière acquisition, il me pardonnera de le dire comme ça, le proviseur du lycée international de l'Est parisien. Le nombre de lycées internationaux augmente rapidement et ils ont besoin d'avoir un interlocuteur. Mais nous avons des adhérents aussi à New York, à San Francisco, à Singapour, à Shanghai. C'est international. Absolument. Absolument. Et je vais relancer le proviseur du lycée de Sydney qui n'a pas quitté sa cotisation cette année. C'est pas bien. Et selon vous, en tant que président, le contact, alors là, c'est vrai que ça devient mondial puisque vous êtes une association mondiale, mais en tout cas, si on reste au niveau de la France, est-ce que pour vous, le contexte fait qu'il est propice vraiment au développement du chinois, ou vous rencontrez vraiment des difficultés au quotidien, des freins qui font que vous avez du mal à travailler comme vous voudrez? Non, ça se passe bien, et en particulier, on appuie ainsi, directement ou indirectement, l'inspection pédagogique de chinois. Ouais. Parce que les responsables académiques savent qu'on existe, savent qu'on représente quelque chose. Ouais. Nous avons un site qui est très vivant, on peut s'y référer, et les inspecteurs pédagogiques y tiennent beaucoup. Parce que ça leur permet de dire, on n'est pas seul sur une langue qui est encore peu répandue. Oui, langue dite rare, avec simplement 20% de la population mondiale qui la parle, ça fait bizarre. Hein, mais les recteurs, les inspecteurs d'académie, comme ça, savent qu'on existe, peuvent se référer donc à notre site. Et les inspecteurs chinois, vous en avez là à l'écran d'ailleurs en ce moment, sont très intéressés par notre action. Et vous organisez toutes les semaines, tous les mois des conférences, des colloques pour des échanges? On a en gros un colloque par an, tous les 18 mois. On en a organisé déjà 2 en collaboration avec l'association des professeurs de chinois. Et nous en préparons un autre pour l'hiver 2018, encore avec l'association des professeurs de chinois. Vous les faites en France, ici à Paris, ou vous faites en Chine, que c'est mondial? Non, à Paris. D'accord. On les fait à Paris, parce que ce que l'on vit, c'est qu'on a besoin de 2 types de publics. 1, les chefs d'établissement, et 2, les professeurs. Oui. Alors les professeurs qui sont contractuels sont très intéressés par avoir une idée d'ensemble, et les chefs d'établissement qui, d'après nos statuts maintenant de fonctionnaires qui remontent à une quinzaine d'années, doivent changer de poste tous les 6 à 8 ans,
Donc chaque année, on a un renouvellement important du nombre de proviseurs, de directeurs, de principaux, qui ont besoin de savoir où ils vont, qu'est-ce que c'est, qu'ils découvrent. Ben, écoutez, depuis 10-15 ans, on a modifié l'intitulé des programmes. Ce n'est plus seulement, quelle que soit la langue, ce n'est plus seulement l'étude d'une langue, mais si la langue et sa culture. Ah, d'accord. Parce que si on ne connaît pas la culture, on ne comprend rien. On a du mal aussi à intéresser les On répète les comme élèves. des perroquets, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est particulièrement vrai. Il suffit d'aller voir en Angleterre ou en Allemagne, et si on n'a pas une idée de la culture anglaise ou allemande, on ne comprend pas très bien dans quoi on arrive. Et évidemment, avec la Chine, on a raison de plus. Très bien. Et je voulais un petit peu avoir aussi, vous, votre avis sur l'évolution de la Chine, puisque vous avez été en Chine, votre premier voyage d'il y a très très longtemps, vous y allez comme régulièrement, donc vous voyez quand même l'évolution, les changements qu'il y a à chacun de vos voyages. Tout à fait. Et pour vous, le plus frappant, c'est quoi, vraiment à tous ces voyages? La rapidité de l'évolution. La rapidité, si l'on peut dire, de l'acclimatation, de l'insertion dans ce fameux village-monde dont on nous parle beaucoup. Ouais. La rapidité de la capacité de s'adapter très vite. Et ça, c'est frappant pour tous les produits industriels. Oui. Le gros problème des touristes chinois qui viennent à Paris, c'est de trouver un souvenir de Parisien qui ne soit pas made in China. Monsieur Lorenzati, est-ce que vous pourriez nous développer, nous raconter un petit peu l'origine, l'histoire de la langue chinoise? Tout à fait, madame. La langue chinoise a été introduite en enseignement pour la première fois dans le monde occidental, je pèse mes mots, par Abel Rémusat, au Collège de France en 1814. Attention, le Collège de France en face de la Sorbonne, ce n'est pas un collège pour les enfants. Il a été fondé par le roi François Ier au XVIe siècle pour réunir les savants de toutes les catégories qui puissent faire des conférences de très très haut niveau. Ensuite, donc c'était 1840, l'école des langues orientales, aussi la première fois dans le monde. Oui. Et en Europe, 1958, ça a été le lycée de Montgeron, qui dans le secondaire l'a introduit pour la première fois. Et ça commence maintenant à se développer dans le reste de l'Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. C'est particulièrement notable. Et l'Association française des professeurs chinois joue un rôle essentiel là. Et je dois dire que notre association est la seule qui est de ce type en Europe. C'est exact. C'est exact. Et il a été créé en 31 janvier 2015, j'y étais, je suis intervenu, une fédération européenne des associations de professeurs chinois, sous l'égide de l'inspecteur général d'époque, donc Joël Bellassène. Oui. Donc l'idée, et on s'est rendu compte que l'enseignement dans le secondaire en Europe était encore très très peu développé. Alors que l'Union indienne, par exemple, il y a 3 ans, a réclamé des professeurs de chinois pour ouvrir le chinois dans seulement 10 000 lycées. Oui. Et pour faire la comparaison, comme vous parlez des pays européens, la France par rapport sur l'échelle de l'Europe ou mondiale, elle est en retard, en avance, on peut faire un petit point de comparaison, elle est dans la moyenne ou elle est vraiment en tête des... Non, objectivement, elle est en tête. Elle est en tête, la France. Objectivement, elle est en tête. Mais vous savez, on dit souvent que les Chinois copient, mais alors là, la chose amusante, c'est que la France a aussi copié le système chinois dans certains cas. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Tout à fait, 2 exemples. Le fameux concours des professeurs de haut niveau, l'agrégation, que j'ai passé moi en histoire, a une origine chinoise. Parce que sous Louis XV, le roi Louis XV au XVIIIe siècle, les révérends pères jésuites ont été mis dehors du royaume, en père catholique. On n'en voulait plus. Mais il a fallu les remplacer comme professeurs. Donc on est allé chercher dans les relations que faisaient les pères jésuites à la cour de Pékin, et on a découvert les examens mandarinaux. Donc on a créé l'agrégation pour agréger de nouveaux professeurs au corps des professeurs existants. D'accord. Et autre chose amusante, vous pardonnerez l'historien que je suis, c'est que le fameux coq français de la Révolution, c'est un coq chinois. Oui, parce qu'au XVIIIe siècle, la France a envoyé un peu partout dans le monde des spécialistes des sciences naturelles pour amener des choses intéressantes, des plantes, des animaux divers, etc. Et ils en ont trouvé une expédition qui a trouvé en Chine une race de poules et de coqs, dont des coqs particulièrement fiers. Ils ont ramené en France et c'est devenu le symbole. Et de Chine. Oui, tout à fait. Ah oui, étonnant. Monsieur Lorenzati, est-ce qu'il y a un diplôme qui existe, un examen pour le chinois? Oui, tout à fait. C'est le HSK, Hanyu Sui Kaoshi, c'est-à-dire l'examen de niveau du chinois, qui correspond, en
changer ce qui doit être changé, au TOEFL anglo-américain ou au DALE français. L'idée, c'est d'avoir ce niveau. Pour pouvoir s'inscrire dans une université chinoise, il faut le niveau 5 ou le niveau 6, qui sont les deux niveaux les plus élevés, mais c'est normal, l'université, c'est cela. Hein. Ça, c'est particulièrement important. Et maintenant, donc, c'est exigé par les universités chinoises, alors qu'il y a encore, à ma connaissance, il y a 10-15 ans, avec l'anglais, on pouvait s'inscrire. Voilà. Maintenant, cette connaissance, ce niveau-là est indispensable. Alors, le Ranban, donc, traduction, le bureau de la promotion du chinois langue étrangère. Le mot l'expression a été un peu améliorée, hein, ils ont ajouté promotion il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? C'est précisément pour donner aux autres pays du monde une connaissance de la langue et de la culture chinoise et d'encourager les différents pays à mettre en place des enseignements du chinois. Le Ranban organise des événements, des concours pour promouvoir la langue chinoise? Oui, tout à fait. Et on lui doit quelque chose d'important, puisqu'en 2011, donc, j'ai été contacté par l'ambassade de Chine à Paris, le service éducation, qui m'a demandé, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez prendre la responsabilité suivante, c'est-à-dire d'amener chaque année une cinquantaine de lycéens non sinophones, sinisants, n'étant jamais allés en Chine, en campus d'automne ou campus d'été en Chine, en découverte. C'est-à-dire sur place, tout est pris en charge par le Ranban. À la charge des familles, c'est l'aller-retour en avion. Ça, c'est depuis quand que ça a été mis en place? Ça remonte à 2009, mais nous, on a pris en charge en 2011. Donc là, depuis 2011, chaque année, une cinquantaine d'élèves vont en Chine pour découvrir pour la première fois. Alors là, ma responsabilité de président, c'est de choisir les établissements. Donc, je choisis évidemment des établissements adhérents à l'association. Bien sûr. Et actuellement, nous en sommes à des lycées de 17 académies différentes qui ont participé. À la rentrée de la Toussaint, par exemple, fin octobre, ce sera un lycée de l'Académie de Nantes, un de l'Académie de Versailles, un de l'Académie de Dijon et un de l'Académie de Grenoble, donc 3 académies qui n'ont pas encore participé, qui vont pouvoir en profiter. Parmi les académies qui ont participé, même les élèves qui ont participé, est-ce que vous avez des retours? Quel ressenti ils ont eu pour la première fois quand ils sont partis en Chine? Et ils ont un minimum de 14 ans, c'est un âge C'est un minimum de 14 ans, oui. Le retour que vous avez eu? Ils sont extrêmement heureux. Le plus drôle, l'anecdote la plus drôle, qui doit amuser le monde chinois, c'est j'étais donc voyons, c'était à Liaochang, c'est ça, et un élève à l'hôtel, on était logé dans l'hôtel, l'encadrement, et il y a 2 élèves qui viennent vers moi, la porte était ouverte, qui me disent « Dites, Monsieur le Président, c'est vous qui avez fondé le Ranban ?» Je dis « Non, ce n'est pas moi. » Ça leur donne encore plus envie d'apprendre le chinois. Tout à fait. Mais ils voient ce que c'est. Ils voient ce que c'est, ils voient le monde, ils apprécient la gentillesse, hein, le respect mutuel que l'on a, l'ouverture, ils découvrent. Et c'est ça dont ils ont besoin. Ensuite, je leur dis, pour préparer le voyage, vous allez faire la publicité pour Google, vous allez sur Google Images, et comme cela, vous avez des vues, de très nombreuses photos des villes dans lesquelles vous allez aller. Et sur Wikipédia, par exemple, pardon pour la pub, c'est bon, pour préparer votre voyage, allez, renseignez-vous. Renseignez-vous. Les plus inquiets sont les parents. Parce que ça paraît très loin. C'est inconnu pour les parents. Un voyage que j'avais organisé, il y avait des parents, improviseurs, la Chine, oh là là, c'est très loin. Alors j'avais un grand tableau noir derrière moi. J'ai utilisé mes maigres talents de géographe et j'aurais fait le parcours depuis Paris avec les côtes. On traverse le sud du Danemark, on se retrouve entre Saint-Pétersbourg, on passe au large de Moscou. Ils étaient enchantés. Leur enfant n'était pas perdu. Mais au-delà de la distance, on a quoi, une dizaine d'heures de vol en avion. Beaucoup de parents, peut-être de familles, sont un peu effrayés parce que même ne connaissent pas le pays, comment sont les Chinois, comment ça va être sur place, est-ce que mon enfant va s'adapter? Il y a aussi l'apport de l'inconnu, puisqu'ils n'ont peut-être aucune notion de la culture. Leur génération, je veux dire, les parents... Mais il y a des relations qui peuvent se créer entre familles, c'est très clair. Et très souvent, par le canal des enfants, eh bien, les familles peuvent aussi bien se rendre visite. J'ai eu le cas par ma propre petite fille qui apprend le chinois comme par hasard, qui est allée à Shanghai, et les parents de la jeune fille shanghaïenne qui l'a reçue pensent venir à Paris, à Grenoble prochainement. Donc ça permet, c'est un facteur extraordinairement intéressant de rapprochement. Mais voir les effectifs, là, on passe à l'écran, on a une photo qu'on a prise devant la Grande Muraille, où on a, ça c'est l'année 2014, l'année, le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, qui était un peu exceptionnel. Nous avons amené une centaine d'élèves de 8 lycées différents en Chine.
En un seul voyage. En un seul voyage, oui. On a une grosse publicité auprès des agences de voyage quand on achète 100 billets pour Pékin d'un coup. Là où vous êtes pratiquement, je ne sais pas combien de places il y a dans un vol, mais... Ils nous font des bons prix parce qu'on est des bons clients. Ouais. Je viendrai vous voir alors peut-être pour des Maintenant, billets. je vois aussi bien à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau du collège, dans lequel mon épouse est professeure. Eh bien, cette année, elle a amené 48 élèves de 3e en Chine. Quand elle est arrivée il y a 10 ans, il y en avait 22-23. Et sur vos élèves qui y vont pour la première fois, j'imagine que beaucoup, ils retournent après, hein, pas dans le cadre de ces... Ils connaissent la route. Voilà. Ils connaissent la route. Et quand on voit les tarifs, là, qui passent à l'écran en ce moment, c'est très clair. C'est en 2014, voyage à Grande Muraille, n'est-ce pas? Et les élèves sont enchantés. Hein. Ils ont un très bon retour, et puis ils en parlent autour d'eux, et ensuite, eh bien, la demande d'enseignement du chinois explose, et c'est normal. C'est très sain. Il faut développer davantage, pas que les cours, la partie théorique, aussi les voyages, ça, stimuler leur... En gros, il y a le tiers des établissements qui organisent les voyages. Hein. Donc c'est important. Et sur notre site, nos collègues, les parents d'élèves qui peuvent regarder cette émission, peuvent voir les conseils pour les voyages, ce qu'il faut faire, les précautions à prendre, etc. Sur votre site que vous pouvez rappeler, c'est www, le site de www.fcae, France, Chine, Asie, Éducation, FCAE.fr. Et avec ça, et les parents d'élèves intéressés ont aussi un lien avec le site de l'Association française des professeurs chinois, AFPC, où il y a la carte de l'enseignement du chinois en France, à tous les niveaux, du primaire jusqu'au supérieur. Donc selon dans quelle province on vit, eh bien, on peut très facilement savoir quel est l'établissement le plus proche qui enseigne le chinois. Et où leur enfant peut continuer, c'est un enseignement très pratique. C'est ce genre de choses que nous aimons mettre en avant parce que ça justifie la demande, ça justifie notre existence, et c'est normal. Hein? Très bien. Monsieur Lorenzetti, les parents d'élèves, qu'en pensent-ils, leur position? Eh bien, au début, ils ont été très étonnés. Et je me rappelle la première fois que j'ai organisé un voyage, quand j'étais proviseur à Paris, la présidente de l'association de parents d'élèves m'a dit « Mais vous n'y pensez pas, c'est extrêmement cher. » Elle devait croire qu'on passait encore par les Indes. Alors je l'ai détrompée, je leur ai donné les tarifs. Et même au rectorat de Paris, on m'a dit « Mais c'est très cher. » J'ai dit « Non, c'était les prix d'il y a 10 ans sans les prix d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est parfaitement faisable. » C'est-à-dire si vous, donc, grosso modo... ce que nous voulons, ce que nous souhaitons vivement, c'est que les associations parents d'élèves connaissent notre existence, nous posent des questions, adhèrent à notre association pour avoir un volet correspondant aux associations de parents d'élèves. Ça, c'est particulièrement important, parce que nous travaillons pour qui? Pour les élèves et pour leurs parents. Tout à fait. Donc c'est le but. C'est la fin de votre émission Vision Chine, J'espère que Monsieur Lorenzetti vous aura donné envie de vous mettre en chinois ou de mettre vos enfants en chinois. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition. Merci beaucoup, Monsieur Lorenzetti. Merci beaucoup, Madame, de m'avoir invité.